Mais parce qu'on a découvert qu'à l'est de Paris, où tout semblait aller si bien, avec le succès des Disney, avec 15 000 hectares disponibles de terrain, avec beaucoup de succès dans beaucoup de domaines, il y avait quand même un problème, c'est qu'en fait, c'était un territoire pas assez bien connu par les investisseurs, et notamment internationaux. Et donc, on s'est dit que cette pépite méritait d'être redécouverte, révalorisée, et surtout voir avec les acteurs majeurs du territoire qu'est-ce qu'on pouvait faire pour qu'ils aient toute leur place dans l'attractivité de l'Île-de-France. Et donc, on a réuni des acteurs majeurs du territoire sous la présidence de Pierre Graff, qu'au nom de l'intérêt général a accepté de prendre cette lourde charge. On a réuni des acteurs économiques, pas mal de multinationales actives dans la Smart City, les IBM, les Cisco et autres, et puis les acteurs qui sont déjà sur le terrain. Et on leur a demandé qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette pépite rayonne davantage. Et donc, en remerciant très vivement le président Graff, je vais peut-être lui demander de résumer d'abord les diagnostics, pourquoi c'est une pépite. Merci Chiara. Madame le ministre, bonjour. Bonjour à tous. Oui, effectivement, le groupe de travail que vous m'avez confié, c'est d'abord gratter la tête en disant mais qu'est-ce qu'on veut nous faire faire et qu'est-ce qui se passe. Et on a examiné au microscope cette ville nouvelle de Marne-la-Vallée et c'est effectivement une petite pépite. Je voudrais vous dire pourquoi en quelques mots. D'abord, c'est une ville nouvelle. Alors, c'est intéressant parce que c'est une ville nouvelle et par rapport au débat qu'on a eu ce matin, les villes nouvelles ont été créées, comme vous le savez, dans les années 60 à l'occasion du premier schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'Île-de-France. Le schéma qu'on appelait de l'ouvrier à l'époque, et on se posait déjà la même question qu'aujourd'hui. Comment accueillir la population? Comment la loger? Et la réponse était très, très différente de ce qu'on fait aujourd'hui, puisque la réponse était précisément ces créations de villes nouvelles qui ont eu des succès divers. Alors Marne-la-Vallée est une de ces villes nouvelles, elle a 40 ans, c'est une vraie ville, et c'est une ville qui a marché. Parce que je dis bien c'est une vraie ville, il y a quand même 300 000 habitants, il y a quand même 140 000 emplois, il y a 20 000 entreprises, et c'est une ville qui a une âme. C'est une ville qui a une âme. On dit souvent qu'elle est bipolaire, en fait elle est tripolaire. Vous avez à l'ouest ce qu'on appelle le cluster Descartes, la cité Descartes. J'y reviendrai si vous le permettez, Chiara, parce que ça c'est fondamental et ça fait bien le lien avec nos travaux de ce matin. Vous avez à l'extrême est quelque chose qui est tout à fait connu alors internationalement, qui est le secteur de Disney. Et au milieu, vous avez un tissu urbain résidentiel de grande qualité, tout à fait méconnu, alors tout à fait inconnu même de beaucoup de franciliens, qui permet d'accueillir des résidences et de toutes sortes, avec une très grande mixité. Donc c'est une ville qui a une âme, qui est caractérisée, qui a une spécificité. Et sur la cité Descartes, on accueille quand même, excusez du peu, 25% des chercheurs français spécialisés dans les techniques de la ville, dans la science de la ville, dans l'innovation urbaine. Donc c'est une ville qui existe, c'est une ville qui a une âme, qui fonctionne, c'est une ville qui est... On critique toujours les transports, on en a énormément parlé aujourd'hui, à juste titre. Elle est très bien reliée à Paris, d'une part, par le RER A, à Roissy-Charles de Gaulle, ça me fait chaud au cœur par le système du TGV. En 8 minutes, on est à Charles de Gaulle. Il n'y a pas tellement d'autres villes nouvelles et d'autres sites qui peuvent se vanter de cela aujourd'hui. C'est un vrai avantage. Et puis, le Grand Paris Express prévoit, à la gare de Noisy-Champs, à l'arrivée de la ligne 15, et puis on aura le prolongement de la ligne 11, qui arrive également à Noisy-Champs. Donc c'est une ville, non seulement qui a une âme, qui existe, mais elle est très très bien reliée à Paris. C'est une ville nouvelle qui est Paris, finalement. Ensuite, c'est une ville où il fait bon vivre. On s'y est promené, le groupe est allé se promener. C'est une ville qui est belle, c'est une ville qui est douce aux habitants. Et c'est une ville qui a gagné son pari. Et je ne connais pas beaucoup d'autres sites en Île-de-France qui aient réussi ça. C'est une ville où vous avez un équilibre entre l'habitat et l'emploi. Autrement dit, c'est une ville nouvelle qui a fait ce qu'on lui demandait de faire. Réaliser cet équilibre habitat-emploi qui est si compliqué à réaliser et qui pourtant, quand il est réalisé, simplifie grandement la vie des aménageurs et grandement la vie des planificateurs urbains. Enfin, et j'arrête là pour la pépite parce que je serai trop long, c'est une ville qui a énormément de réserves. Alors là, ça fait évidemment bien le lien avec ce qu'on vient de dire sur le logement. Énormément de réserves. Il y a Vincent en parlera beaucoup mieux que moi, il y a des projets à perte de vue. Il y a énormément de foncier disponible. Un foncier disponible qui permet d'accueillir des logements, qui permet d'accueillir des activités. Beaucoup de ZAC qui sont prêtes. J'insiste sur ce foncier qui est disponible. Il est disponible. Il y a un aménageur compétent qui sait le commercialiser. Et il y a un prix, là, pour le coup, que je ne peux pas révéler, mais qui est quand même extraordinairement attractif par rapport à tout ce que j'ai entendu tout à l'heure.
lors des interventions précédentes. Donc voilà en quoi ce site de Marne-la-Vallée mérite vraiment d'être connu, d'être promu. Tout y est pour réussir. Alors il n'est pas dans le périmètre de la métropole, à 2-3 communes près, mais enfin, tout y est malgré tout pour répondre aux grands enjeux qu'on a vus toute la journée. Et si vous en êtes d'accord, mais je ne sais pas si vous en êtes d'accord, je vais vous laisser poser votre question, c'est aussi un site où on peut développer la fameuse Smart City dont on a abondamment parlé ce matin. Peut-être avant de parler de la Smart City, je voulais demander à Vincent Pocry de Boisserin. D'abord, Vincent, merci beaucoup parce que tu as accepté de jouer le jeu avec beaucoup d'ouverture d'esprit parce qu'on est venu te dire voilà ce qu'il faudrait faire. Tu as accepté de participer à ce groupe de travail, tu as beaucoup contribué. Alors, en plus de ce qui vient de dire le président Graff, il y a d'autres atouts que tu as envie de mettre en valeur dans ta pépite de Paris-Marne-la-Vallée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors moi, il y en a une à laquelle je tiens beaucoup et qu'on cite pas assez, c'est l'ouverture du deuxième lycée international qui va être le pendant de Saint-Germain et qui va donner vraiment beaucoup d'attractivité, notamment pour les entreprises internationales. Mais tu as certainement beaucoup d'autres choses à dire sur le territoire que tu gères. Merci Chiara, Madame le Ministre. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est difficile de parler de Marne-la-Vallée après ce que vient de dire Pierre Graff. Il a pratiquement utiliser ou déflorer tout ce que je me proposais de dire, mais je vais reformuler certains points, si vous me permettez, Pierre. C'est effectivement un territoire qui est une équivalent ville, puisque n'oublions pas que c'est quand même 27 communes sur un territoire de 17 000 hectares. Et donc, il y a un élément aussi qui est important dans cette ville nouvelle, c'est qu'il y a 27 communes qui contribuent, qui co-construisent la ville avec l'ensemble des institutions, qu'elles soient l'établissement public ou les investisseurs. L'autre élément important, c'est la notion d'équilibre qui a été évoquée par Pierre et que je redécomposerai sur 4 points. C'est une ville équilibrée en matière sociale parce que toutes les générations y sont présentes et l'ensemble des catégories socio-professionnelles y sont aussi présentes. C'est une ville qui est équilibrée sur le plan économique puisque aujourd'hui, il y a un emploi par actif résident, ce qui est un équilibre de ville qui vit et non pas de ville dortoir. C'est aussi une ville qui est équilibrée sur l'accessibilité, parce que tous les modes y sont présents pour s'y rendre, et par conséquent, on a véritablement une capacité équilibrée pour l'irriguer. Et puis le dernier point, c'est qu'elle est équilibrée sur un plan environnemental, parce qu'elle dispose d'un espace extrêmement grand, et que l'équilibre, ou plus exactement la répartition entre l'espace construit aujourd'hui et éventuellement futur à 10-20 ans, sera toujours plus petit que les espaces naturels, agricoles ou d'aménités urbaines non construites qui figureront. Autrement dit, on est véritablement dans un endroit où les équilibres de l'ensemble des 3 piliers du développement durable se trouvent vérifiés. La deuxième qualité présente de ce territoire, c'est que c'est un territoire qui est en croissance. Bon. Il y en a un certain nombre en France, bien évidemment, de territoires en croissance, mais ils ne sont pas si nombreux que ça, qu'on ne puisse le remarquer. Et puis finalement, s'en féliciter, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de défense bashing, on parle aussi beaucoup de France bashing, il y a aussi des territoires qui connaissent une croissance et ce n'est pas infamant que de connaître la croissance, que ce soit démographiquement ou sur le plan économique. Et cette croissance, elle est due à 2 locomotives. La première, c'est le cluster des cartes, c'est-à-dire le pôle d'innovation urbaine qui est à l'ouest, et le deuxième, c'est le pôle touristique qui est Disney, dont on ne retrace pas le portrait, chacun le connaît. Alors, quels sont les 2 atouts qu'on peut mettre en évidence pour des investisseurs étrangers pour l'avenir, finalement, puisque ça, c'est un portrait du présent, donc de ce qui a été fait par nos illustres prédécesseurs. Je mettrai en avant deux atouts pour l'avenir, et un avenir à 10 ans, c'est déjà beaucoup, à 30 ans, je ne prétendrai pas être aussi visionnaire. Le premier atout, c'est que c'est un territoire sur lequel le potentiel de construction, aujourd'hui avéré, est important. Il représente environ 15 000 logements à l'horizon 2020 et 1,5 million de mètres carrés d'activité, même horizon. Évidemment, il y a 2 conditions. La première, c'est que les fonciers soient disponibles et à un coût attractif, ce qui est à peu près le cas. Et le deuxième, c'est que les investisseurs y investissent, car la ville nouvelle ne se construit que dans un rapport de 1 euro public pour 10 euros privés. Et donc, il faut effectivement attirer des investisseurs. Mais nous avons les moyens de les attirer, et d'autant plus que la co-construction que j'évoquais tout à l'heure avec les collectivités rend ces fonciers disponibles sur un plan des documents d'urbanisme, ce qui évidemment donne une garantie d'obtention de permis de construire aux investisseurs lorsqu'ils travaillent avec nous et les collectivités.
Et puis le deuxième grand atout pour l'avenir de ce territoire, c'est qu'il est totalement impliqué dans les démarches d'écoquartier et que l'ensemble des constructions ou des programmes de quartier à venir sont aujourd'hui conçus selon cette démarche écoquartier. Et ça serait quand même un comble que le territoire qui possède 25% de la R&D en matière d'innovation urbaine ne s'inscrive pas dans cette démarche. Alors, on peut parler beaucoup de questions de ville durable et de développement durable. Je crois que l'important aujourd'hui, c'est de donner quelques exemples, me semble-t-il, de ce qui se fait ou de ce qui va se faire, mais pas au sens très lointain, au sens de ce qui est engagé dans nos projets. Sur le plan des conceptions urbaines, nous travaillons sur une ville plus intense, ce que Madame la ministre du Logement a qualifié il n'y a pas si longtemps de densité confortable. Et donc nous faisons dessiner nos zones par de grands architectes urbanistes, que ce soit Jérôme Trottel, que ce soit Madec ou que ce soit Yves Lion, et qui sont des architectes urbanistes qui équilibrent le bâti et le non bâti, c'est-à-dire qui travaillent sur ce qu'on appelle les aménités urbaines. Le deuxième élément, c'est qu'en matière de réseau, nous travaillons beaucoup pour le développement de réseaux de chaleur fondés sur des sources d'énergie renouvelables, que ce soit la biomasse, que ce soit l'énergie fatale de récupération ou que ce soit la géothermie. Le troisième élément, c'est que nous travaillons sur une mobilité alternative. Nous avons décidé, et les investissements sont en cours, primés par l'ADEME, nous allons développer le plus grand, je crois, réseau de bornes de recharge de véhicules électriques en autopartage après Paris, c'est-à-dire 250 bornes sur l'ensemble du territoire. Et là encore, nous le faisons avec l'ensemble des collectivités. Voilà, quelques exemples concrets. J'en ajoute deux parce que c'est important en matière de construction de bâtiments. Nous sommes en train de construire des maisons qui ont été aussi primées par l'ADEME, des maisons à énergie passive. Et puis avec Nexity, enfin ça c'est avec Bouygues, je cite Bouygues parce que sans faire sa publicité, ce sont des investisseurs responsables en l'espèce. Et avec Nexity, les prochains programmes que nous allons développer comportent 30% de logements, puisqu'il s'agit de logements collectifs, à énergie positive. Voilà, autant de sujets qui aujourd'hui donnent in concreto ce que peut être les développements urbains du futur. Est-ce que le groupe de travail que vous avez réuni, il y a quand même quelque chose à faire parce qu'il faut quand même que tout ça soit plus visible, plus connu et peut-être pour se différencier des autres territoires. Vincent l'a dit, c'est bien gentil tout ça, on a un potentiel extrêmement attractif, mais encore faut-il que les investisseurs veuillent bien venir. Alors je sais qu'on n'est pas dans une période de croissance économique forte, mais enfin tout de même, il faut les faire venir. Alors ne nous méprenons pas sur nos propos, il ne s'agit pas dans l'esprit des gens qui gèrent concrètement la ville de déplacer telle entreprise installée à Boulogne-Billancourt ou ailleurs pour les faire venir à Marne-la-Vallée. Il s'agit d'aller chercher réellement une valeur ajoutée en faisant venir des investisseurs étrangers. Donc on s'est très vite posé la question de savoir comment peut-on faire pour rendre ce site de Marne-la-Vallée visible, connu, en France bien sûr, mais surtout à l'international, surtout à l'étranger. Ce n'est pas quand même gagné d'avance. Autant la Défense et Saclay ont d'ores et déjà un renom international, autant à Marne-la-Vallée ce n'est pas le cas, sauf pour la partie occupée par Disney, certes. Enfin, ça ne suffit pas. Alors on s'est évidemment posé la question comment faire. Alors la première chose évidente qui va de soi, c'est qu'il nous faut une marque, il faut faire de la communication, d'abord. Il nous faut une marque. Alors j'ai entendu tout à l'heure que Saclay veut s'appeler Paris-Saclay, que la Défense s'appelle d'ores et déjà Paris-La Défense. Nous voudrions bien nous appeler Paris-Marne-la-Vallée, parce que Paris, c'est magique. Paris, vous le savez bien, Chiara, vous faites beaucoup de roadshows quand on va à l'étranger. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas les communes qui composent Marne-la-Vallée, ils ne connaissent même pas Marne-la-Vallée. Quand on parle de Paris, ça y est, ça accroche. Alors on peut parler de Paris et de Disney, et là on accroche deux fois. Donc il faut vraiment qu'on s'appelle Paris-Marne-la-Vallée, il nous faut cette marque ombrelle. Il faut que la culture des différents acteurs de la ville nouvelle, ils sont nombreux. Ça, on rejoint les problèmes de gouvernance dont on parlait ce matin. Il faut que la culture change. C'est-à-dire que tous ces acteurs, y compris les PAMARM d'ailleurs, commencent à s'ouvrir à l'international. Ça veut dire qu'il faut que ces gens aillent faire des roadshows, avec vous tout seul. Ils aillent à l'étranger, ils vendent leur ville. Il faut que les publications parlent français, mais aussi un peu anglais. Enfin, il y a tout ça à faire. Il y a tout ça à faire, à mettre en place, qui n'est pas encore en place, même si les bonnes volontés y sont. Bon, chez nous, en France aussi, on a un petit peu de travail à faire pour rendre Marne-la-Vallée un petit peu plus attractive et connue. Des choses toutes bêtes qui ont été signalées tout à l'heure par M. Kuhlmann concernant la Défense, c'est la signalétique. C'est la signalétique autoroutière et des transports en commun. On va avoir des stations toutes neuves et nouvelles, à Noisy-Champs notamment. Comment vont-elles s'appeler, ces stations? Est-ce qu'on peut arriver quelque part à promouvoir le territoire
Là, un concours d'idées est lancé. On peut essayer de faire un petit effort pour justement mettre en valeur ces magnifiques terrains qui ne sont pas chers, qui sont juridiquement sécurisés et qui sont aménagés. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est le point le plus fort, je m'y arrête un tout petit peu, le deuxième point le plus fort, c'est qu'on serait vraiment stupide de ne pas savoir jouer la carte de ce pôle scientifique d'innovation urbaine qui est situé sur la Cité des Cartes. Le hasard de l'histoire, le hasard de décisions qui ont été prises au fil des ans font qu'on a là une concentration considérable d'écoles, d'universités, d'institutions qui toutes, de près ou de loin, tournent autour des sciences de la ville, autour de l'innovation urbaine. C'est plus ou moins voulu d'ailleurs, tout n'a pas été fait de façon complètement pensée à l'origine, mais c'est comme ça. Donc sachons en tirer parti. Vraiment, là, on gagnera sur deux tableaux. D'une part, on créera en France un vrai pôle d'innovation urbaine. On a déjà 25% des chercheurs spécialisés sur ce domaine qui sont là. Donc on ne peut que conforter ce pôle. On aura, pour nous, créé un pôle scientifique de grande valeur. Et là, on aura pour le coup une vraie visibilité internationale, parce que, comme ça a été dit abondamment ce matin, j'y reviens pas, ce thème de la ville innovante, ce thème de la Smart City, appelez-la comme vous voulez, est extraordinairement porteur à l'international, et les besoins sont gigantesques. On en a vraiment une carte à jouer. Alors, allez pas jouer la carte. Il faut bien être conscient qu'on a cet atout dans la main, on ne l'a pas encore mis sur la table, l'atout. Il est frémissant dans la main des acteurs, il n'est pas sur la table. Il ne manque pas grand-chose pour transformer l'essai, si je veux prendre une image du rugbyman. Alors, pour y parvenir, puis je m'arrête, j'ai 3-4 pistes pour y parvenir. Il y a des petites choses à faire. Il faut d'abord que le campus soit plus agréable. Je le dis comme je le pense. Le campus, il est beau, mais pas assez. Les étudiants ont besoin d'un campus qui soit vivant, animé. Il faut des commerces, il faut de la culture, il faut tout ça. Ça, Vincent le sait, il s'en occupe. Bon, il faut peut-être arriver à attirer d'autres écoles. On a déjà beaucoup d'écoles. On a bien sûr l'Université Paris-Est, avec son pôle de recherche et d'enseignement supérieur. On a l'école des Ponts, on a l'ESIE, l'école de la Chambre de commerce. Il y a l'école d'architecture, il y a un IUT, des institutions. Le regroupement du LC, du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, et de l'INRETS, qui s'appelle maintenant IFSTAR, est là-bas. Le CSTB, qui est si important pour tous les constructeurs, est là-bas. Bref, il y a vraiment des atouts. Ça serait bien qu'on en ait encore plus. Ce serait bien que si des occasions se présentent pour si une école a besoin de migrer, je lance comme ça à tout hasard, si vous connaissez des gens qui ont une école en migration, venez à Marne-la-Vallée, venez vous concentrer là. Ensuite, il faut que le monde universitaire, le monde des écoles, je pense à l'école des Ponts, parce que je la connais bien, mais il n'y a pas qu'elle, enfin celle-là notamment, il faut que ce monde-là se coordonne. Alors ils le font, bien sûr, on ne parle pas de zéro. Ils se coordonnent plus, et définissent clairement ce qu'ils sont capables d'apporter aux entrepreneurs, notamment aux PME. Si on crée un cluster, parce que c'est bien de ça qu'on parle, si on crée un cluster, ça commencera par les PME. Ce n'est pas les grandes entreprises qui vont d'un seul coup déménager en ayant le béguin subit pour Marne-la-Vallée. Ça va commencer progressivement. Donc il faut bien définir ce que concrètement les universitaires, les grandes écoles savent offrir. Il y a des tas de choses, des possibilités d'expérimentation, des salles blanches, de la main-d'œuvre, de la formation, de la recherche partagée. Il y a toutes sortes de choses à offrir. Encore faut-il que ça soit formalisé. Et le dernier point, et je m'arrête là, parce qu'il y en aurait bien d'autres, je m'arrête là. Le dernier point, c'est qu'il faut, et ça a été dit ce matin, ça a été dit par tous les intervenants, il faut que Marne-la-Vallée, que Paris-Marne-la-Vallée, sache montrer ce qu'elle sait faire en matière d'innovation urbaine. Donc l'ambition que le groupe de travail affiche, je crois que tous les acteurs sont d'accord, c'est qu'il faut qu'on ait là un démonstrateur, appelons ça comme on voudra, mais qui ne soit pas un démonstrateur ponctuel avec 2-3 opérations sympathiques où on récupère l'énergie des ordinateurs pour chauffer la salle de bain. C'est très sympathique, mais ça ne suffira pas. Il faut que la ville entière soit un démonstrateur, comme on l'a vu à Amsterdam. Amsterdam, voilà une capitale européenne qui est un démonstrateur en elle-même. Ça veut dire que concrètement, chaque projet, et il y en a, Dieu sait s'il y en a dans les cartons, que chaque projet doit apporter une innovation urbaine de qualité, un peu décoiffante, si je peux me permettre. Alors, je sais qu'il y a des problèmes de financement, mais ils sont solubles. Je sais que ça demande beaucoup de coordination, mais c'est faisable. Et à ce moment-là, on aura créé non seulement un pôle universitaire, un pôle de recherche unique en France en matière d'innovation, en y concentrant le savoir. On aura attiré des entreprises qui travailleront en synergie, et ça s'appelle un cluster, et il donnera une grande visibilité à l'international. Il y aura à ce moment-là un effet boule de neige tout à fait vertueux. Et puis, bien sûr,
on pourra montrer ce qu'on fait, parce que ça ne sera pas seulement un discours, comme je le fais là, ça sera aussi des réalisations qu'on pourra visiter. Et donc il faut commencer, et tous les acteurs en sont d'accord, il faut commencer aussi par réaliser un showroom. Il ne suffit pas de parler anglais, de faire des roadshows, il faut un showroom, il faut quelque part, un endroit où on puisse voir. Alors Disney le fait, mais il le fait pour son job à lui. Il faut le faire pour l'ensemble de Paris-Marne-la-Vallée. Donc voilà les quelques propositions de bon sens, me semble-t-il, que le groupe a formulées. C'est à notre portée. Juste un mot, il ne faudrait pas que vous preniez mes propos comme quelque chose d'agressif. Énormément de choses sont déjà faites. Tous les acteurs sont conscients. Tous les acteurs sont conscients qu'il faut aller dans cette voie et tous les acteurs ne demandent pas, sont prêts à y travailler. Il y a aussi un pôle de compétitivité, Advanced City, qui travaille. Il y a des cartes de développement, qui est un comité d'expansion. Il y a toutes sortes il y a les élus locaux. Tout le monde tire dans la même direction. Donc on ne part pas de zéro. Il faut juste savoir transformer l'essai. L'énergie est au cœur de tous les enjeux du Grand Paris. Vous avez choisi ces territoires. Qu'est-ce que vous y faites ? Nous sommes convaincus chez Dalkia que le Grand Paris dispose d'un potentiel énergétique très impressionnant, un potentiel au niveau de la production d'énergie, mais aussi un potentiel au niveau de la consommation et des usages de l'énergie. Je voudrais l'illustrer avec un élément où nous allons trouver ce potentiel énergétique à Marne-la-Vallée. Nous le trouvons déjà, mais plus globalement dans le Grand Paris, ce sont les réseaux, en particulier les réseaux de chaleur. Vous savez que la chaleur, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre d'une agglomération comme celle de Paris, du Grand Paris en général. Le réseau de chaleur, vous savez ce que c'est le chauffage central à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un quartier, d'une agglomération. C'est surtout un vecteur très impressionnant d'introduction des énergies renouvelables dans le mix énergétique et donc dans l'empreinte développement durable d'un territoire. Marne-la-Vallée en est tout à fait l'illustration. Vincent vient de l'évoquer, Marne-la-Vallée a une chance, c'est que l'agglomération est assise sur une nappe phréatique qui se situe à 2000 mètres de profondeur, qu'on appelle le Dogger, et qui recèle de l'eau à 70 degrés de température. Il y a non seulement des projets, mais des réalisations sur Marne-la-Vallée de réseaux de chaleur géothermaux, pour lesquels on va chercher de l'eau à 70 degrés en profondeur, on en extrait les calories, on la réinjecte un peu plus froide, et au passage, on chauffe des centaines, des milliers de logements. L'exemple de Val-Maubuée, de ce point de vue-là, est assez illustratif. Donc c'est un des quartiers, une des agglomérations de Marne-la-Vallée. 5000 logements sont chauffés à 95% par la géothermie. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une facture stable dans le temps, une facture plus compétitive que le prix du gaz, le prix du fuel qu'on pourrait importer ou le prix de l'électricité, du chauffage électrique. Et puis, ça veut dire aussi des emplois locaux et une émission carbone qui est réduite de près de 9000 tonnes. Allez, on va dire qu'on a effacé 6000 véhicules individuels avec cette opération. Ça, c'est un exemple illustratif en fait, des innovations qu'on sait faire à l'échelle d'une agglomération comme Marne-la-Vallée. L'autre exemple, et ce n'est pas pour chauffer une salle de bain, c'est pour chauffer tout un quartier, c'est récupérer l'énergie des ordinateurs, en particulier des data centers. Marne-la-Vallée est un territoire très attractif pour les data centers informatiques. Vous savez ce que c'est, ces gros bâtiments bourrés d'informatique et de serveurs qui du coup émettent beaucoup de chaleur, parce que ça chauffe un ordinateur, alors 1000 ordinateurs n'en parlons pas, et puis qui traditionnellement les mettent dans l'atmosphère. À Val d'Europe, donc ce territoire où EPAMarne et Euro Disney donc, se sont associés avec Dalkia pour concevoir et construire un réseau de chaleur qui extrait la chaleur de ces ordinateurs d'un data center pour chauffer un gros équipement public, un centre aquatique, mais aussi 600 000 m² de tertiaires en devenir, de construction, d'hôtels, etc. Et là aussi, c'est des émissions de CO2 économisées, c'est de la production locale, autant d'énergie qu'on ne va pas importer, et puis globalement, un facteur d'attractivité par le coût. Et puis je pense aussi par l'image environnementale, l'image verte que cela donne à un investisseur qui choisit d'investir à Marne-la-Vallée, qui choisit d'investir à Val-Maubuée ou à Val d'Europe. Tu as choisi d'investir massivement à Marne-la-Vallée. Tu as déjà des opérations en cours. Tu vas les développer. Tu as l'expérience dans d'autres villes comme Amsterdam, justement des smart bureaux, de bureaux équipés qui sont intelligents. Tu peux nous en dire plus? Pourquoi le choix de Marne-la-Vallée? Nous sommes présents depuis 2003 sur Marne-la-Vallée. Ça a été notre premier site, je dirais, en grande couronne. Une expérimentation, comme le disait ce matin le président Simon, qui a donné lieu aujourd'hui à un deuxième site ouvert fin 2013 et surtout beaucoup de projets à venir. Peut-être que si on passe simplement sur le slide suivant, on va vous expliquer qu'aujourd'hui, avec les modes de travail qui changent énormément, c'est juste avant, excusez-moi, normalement ça va être juste avant celui-ci. Voilà, avec les modes de travail qui changent énormément. Aujourd'hui, on a la volonté de développer de nouveaux lieux alternatifs. Donc, nous sommes présents, par exemple, sur les parcs d'affaires du Val d'Europe,
Mais aujourd'hui, on veut s'adresser également aux travailleurs nomades à travers des sites dans les stations-service, à travers des sites au sein des gares SNCF. Je crois qu'il y a eu un très très bel exposé ce matin sur la vie dans les gares, et nous avons vocation à installer des salons avec nos partenaires de la SNCF. Et le plus grand projet qui va se développer dans les prochaines années, c'est celui que nous allons réaliser avec nos partenaires de la Caisse des dépôts et Orange pour ouvrir des télécentres en première et seconde couronne. Et c'est vrai que cette pépite Marne-la-Vallée est tout à fait propice avec ces communes résidentielles dont le président Graff parlait à l'instant, d'ouvrir aujourd'hui des sites à proximité du lieu de résidence de ces salariés et leur éviter matin et soir d'aller tous les jours sur leur lieu de travail habituel, leur permettre de pouvoir mieux équilibrer leur vie personnelle, leur vie professionnelle, d'économiser les coûts de carburant et d'énergie et de temps passé sur l'autoroute A4 ou bien dans le RER. Bref, beaucoup d'externalités positives, comme on dit aujourd'hui, à la fois pour les collectivités locales qui vont attirer une nouvelle activité, pour le citoyen qui va pouvoir équilibrer sa vie personnelle, sa vie professionnelle, les entreprises qui vont trouver dans ces espaces une économie substantielle par rapport aux coûts immobiliers dans les quartiers d'affaires. Et puis enfin, nous tous, en tant que citoyens, au niveau du développement durable, à travers les économies que l'on fera de déplacements, mais également d'impact sur notre santé. Bref, de nombreux lieux alternatifs que nous souhaitons les développer. Et je souhaite répondre au président Simon aussi. Tout de suite, maintenant, nous sommes prêts, nous voulons y aller dès 2014. C'est maintenant qu'il faut, avec nos partenaires, avancer. Et nous irons, je pense, directement de l'expérimentation au développement, parce qu'on sent qu'on a derrière nous l'ensemble des acteurs, qu'ils soient utilisateurs ou grandes entreprises, pour nous aider à avancer. Et c'est véritablement, à ce niveau-là, je pense, un cas à peu près unique de territoire organisé à cette échelle-là, qu'il développe ainsi. Et je pense, en conclusion, que ce territoire est véritablement une chance, un signe, c'est-à-dire tout à fait singulière pour le développement du Grand Paris. Je m'attendais moi aussi à ce que dans le groupe de travail, tous les intervenants disent oui, mais l'État n'a qu'à faire ci, les collectivités n'ont qu'à faire ça, la région n'a qu'à payer ceci, etc. Ça n'a pas du tout été ça l'atmosphère du groupe de travail. Les acteurs qui étaient dans ce groupe, au contraire, ont essayé de définir ce qu'ils avaient à faire eux, mais comment ils pourraient mieux se coordonner. Donc il n'y a pas, je vais vraiment vous surprendre, il n'y a pas l'émergence d'une revendication lourde envers les pouvoirs publics, que ce soit l'État, la région ou les différentes communes qui composent le territoire. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit des acteurs qui ont travaillé sur la promotion de Marne-la-Vallée. Et dans les suggestions que j'ai faites pour aller plus loin, les gens sont prêts à se prendre en charge, pour l'assumer. Il y a quand même une revendication. Elle est tout à fait elle est modeste et elle ne coûte pas un sou. Il y a une revendication, enfin elle est double en fait cette revendication, c'est d'avoir un label, d'être reconnu comme étant un démonstrateur de l'innovation urbaine. Je ne dis pas le démonstrateur, on sait bien qu'il y a d'autres initiatives partout, mais enfin au moins le démonstrateur régional de l'innovation urbaine, le pôle d'innovation urbaine, d'être reconnu comme tel, d'être labellisé comme tel, sous une forme ou sous une autre, mais que ça soit reconnu. Ça, c'est une aide considérable, évidemment, à l'international. Et la deuxième demande, elle est apparue tout à fait en fin de parcours, à la fin des travaux, c'est que nous savons que M. Roland Pellet anime actuellement l'Institut de la ville durable. Nous savons qu'il cherche un lieu d'implantation, donc évidemment, assez naturellement, on s'est dit, mais il faut que Roland Pellet vienne à Marne-la-Vallée, à Paris, Marne-la-Vallée. Ça serait vraiment la cerise sur le gâteau qui rendrait extrêmement visible, extrêmement crédible, extrêmement cohérent tout le discours qu'on pourrait tenir à l'étranger en matière de développement, d'innovation urbaine et de développement durable de la Smart City. Voilà, donc on ne demande rien finalement. Le groupe ne demande rien d'extravagant ni à la région, ni au département, ni aux communes, ni à l'État. Simplement d'être reconnu comme démonstrateur, que ça soit dit par les plus hautes instances publiques, et si possible, que cet Institut de la ville durable, animé par Roland Pellet, si possible qu'il puisse s'installer à Marne-la-Vallée, ça serait vraiment parfait. Voilà, donc vous voyez, les revendications étaient modestes, et encore une fois, l'état d'esprit était plutôt « prenons-nous par la main, bougeons ». On a là une vraie pépite, à nous de transformer l'essai.
c'est que tous ces territoires concourent à l'attractivité de la région. Ils ne sont absolument pas en concurrence l'un avec l'autre. Et c'est très important que chacun puisse avoir une différenciation. C'est vrai que si ces territoires pouvaient être reconnus dans le monde entier comme le territoire de la ville durable, comme le territoire de l'innovation urbaine, ce serait formidable vis-à-vis de l'image qu'on peut décliner à l'étranger et pour attirer des investisseurs et renforcer l'attractivité de la région. Merci beaucoup à vous tous.